La justice sénégalaise a reporté le procès en appel de Khalifa Sall pour statuer sur sa demande de libération. Il reprend le 18 juillet. Pour parler de paix au Mozambique, Philippe Nyusi et le chef de l'ex-rébellion Renamo ont annoncé mercredi une avancée dans les négociations. Puis célébration du 31e anniversaire de l'Organisation ouest-africaine de la santé, c'était au centre hospitalier universitaire de la Karache, une ville du Nord Togo. Merci de préférer Sika TV pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. Dossier Khalifa Sall au Sénégal. Le procès en appel du maire de Dakar, condamné en mars à 5 années de prison pour détournement de fonds publics, a été suspendu mercredi et ce jusqu'au 18 juillet pour statuer sur sa demande de remise en liberté. Les détails dans cet élément. Nouvel épisode dans l'affaire du maire de Dakar, Khalifa Sall. La Cour a finalement suspendu le procès et bien délibéré à mercredi prochain. Un revirement de situation puisqu'elle avait rejeté lundi et mardi les demandes de la défense d'un renvoi de quelques jours du procès. Ce report d'une semaine permettra de statuer sur la demande de la défense de libérer son client, Khalifa Sall. La défense avait notamment justifié cette demande de renvoi par un arrêt rendu le 29 juin par la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui n'a pas encore été publié officiellement. Toujours selon elle, cet arrêt de la juridiction communautaire saisi par Khalifa Sall a conclu au caractère arbitraire de sa détention préventive ainsi qu'à la violation de sa présomption d'innocence et de son immunité parlementaire. Cette décision, selon elle, s'impose à la justice sénégalaise et annule la condamnation. De son côté, l'État assure que l'arrêt de la Cour de la CEDEAO ne concerne pas le fond et ne remet nullement en cause l'autorité de la chose jugée. Avec 7 de ses collaborateurs, Khalifa Sall a été condamné en première instance pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux en écriture pour le détournement d'environ 2,5 millions d'euros prélevés entre 2011 et 2015 des caisses de la ville de Dakar. Depuis l'ouverture du procès en appel, ses avocats réclament la libération d'office de Khalifa Sall, détenu depuis mars 2017 et opposant au président Macky Sall. Maire de Dakar depuis 2009, Khalifa Sall, dissident du Parti socialiste et de la majorité présidentielle, affirme que les poursuites judiciaires à son encontre visent à l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2019, ce que demandent les responsables de la majorité. Au Burkina Faso, le Conseil d'État a annulé des sanctions prises contre des magistrats. Ces derniers, rappelons-le, avaient été limogés ou punis pour manquement à l'éthique et à la déontologie. Reportage. Annulation des sanctions annoncées contre des magistrats pour manquement à l'éthique et à la déontologie au Burkina Faso. La décision a été publiée mercredi après que le Conseil d'État burkinabé ait prononcé l'annulation des sanctions décidées par le Conseil supérieur de la magistrature pour vice de forme. Ces sanctions faisaient suite à des présomptions graves de violation des règles d'éthique et de déontologie ayant jeté le discrédit sur l'institution judiciaire qui pesait sur 34 magistrats. 15 d'entre eux avaient été mis hors de cause. 2 hauts magistrats, la présidente de la Cour de cassation Thérèse Traoré et son procureur général Armand Ouedraogo, avaient été mis à la retraite d'office, tandis qu'un 3e avait été révoqué. 6 autres magistrats avaient été rétrogradés, 7 abaissés d'échelon et 2 blâmés par le Conseil supérieur de la magistrature. Élu en novembre 2015, le président burkinabé Rochma Christian Kaboré avait annoncé au cours de sa campagne électorale faire de la lutte contre la corruption une priorité de son mandat. En février, 4 magistrats accusés par une commission d'enquête de monnayer leurs services avaient déjà été sanctionnés pour manquement à l'éthique. Un peu plus d'un électeur malien sur 3 a récupéré sa carte électorale pour voter au scrutin présidentiel le 29 juillet. La chef des observateurs européens a exprimé son inquiétude relative au rythme de distribution des cartes. Les précisions. Un peu plus de 3 millions sur 8 millions d'électeurs inscrits ont retiré leur carte, selon un document du ministère de l'administration territoriale, avec d'importants écarts géographiques, notamment un taux de 12% à Kidal, dans le nord, et 24% à Mopti, au centre, contre plus de 53% à Sikasso, au sud, et Ségou, au centre.
La chef des observateurs de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, Cécile Kyenge, s'est déclarée soucieuse du rythme de distribution des cartes d'électeurs à près de 2 semaines du scrutin, tout en se disant persuadée de la bonne volonté du gouvernement. La sécurité de la campagne électorale et du scrutin représente un autre défi majeur, notamment dans le centre et le nord du pays, a-t-elle souligné lors d'une conférence de presse à Bamako. Au cours de son séjour de 48 heures qui s'achève ce jeudi soir, elle a rencontré 17 des 24 candidats, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, élu en 2013, et le chef de l'opposition Soumaïla Cissé. Cette mission compte un premier groupe de 20 observateurs, assistés de 10 analystes, et ses effectifs doivent atteindre 80 le jour du scrutin. La communauté internationale, présente notamment avec la mission de l'ONU au Mali et la force française Barkhane, attend de cette élection une relance de l'application de l'accord de paix signé en mai-juin 2015 par le gouvernement, les groupes qui le soutiennent et ceux de l'ex-rébellion qui accumulent les retards. Depuis la signature de l'accord de 2015, les violences ont non seulement persisté, mais se sont propagées du nord vers le centre et le sud du pays, puis au Burkina Faso et au Niger voisin, se mêlant souvent à des tensions ou des conflits intercommunautaires. Les fonctionnaires de Guinée-Bissau ont marché ce mercredi dans la capitale, la Bissau. Objectif, exiger du gouvernement une hausse du salaire minimum et de meilleures conditions de vie. La marche a réuni environ 1 millier de personnes à l'appel de l'UNTG, la centrale la plus représentative dans la fonction publique, avec 8000 membres sur quelques 13 000 fonctionnaires. Les images. La manifestation est partie de la périphérie de Bissau pour aboutir au centre-ville sur 2 km. Les manifestants ont scandé des slogans comme « Abat les députés payés pour ne rien faire », « Nous exigeons des salaires dignes et de meilleures conditions », pouvait-on lire sur les pancartes. Nous ne revendiquons pas une augmentation, mais la réduction des écarts entre les salaires. Nous exigeons que soit respecté le décret signé par le président de la République et publié au bulletin officiel. Nous n'allons pas attendre que tout tombe du ciel. Tant que j'assume la direction de ce mouvement, nous allons continuer nos revendications. C'est un droit, car c'est nous qui produisons la richesse dans ce pays. Les salaires des députés sont passés de 650 000 francs CFA à 850 000 francs CFA, fin mai, selon les sources parlementaires qui ont également fait état d'une dotation d'un véhicule 4x4 à chacun des 102 législateurs. Une augmentation salariale des ministres n'a pas été officiellement confirmée. L'UNTG réclame un relèvement du salaire minimum de 19 200 francs CFA à 59 000 francs CFA et de meilleures conditions de travail. Pour obtenir satisfaction, l'UNTG a organisé depuis 1 mois et demi 5 mouvements de protestation, dont une grève de 3 jours du 26 au 28 mai. Les revendications des agents de l'État sont justes, mais la méthode utilisée pour les faire satisfaire n'est pas appropriée car le gouvernement n'a pas les moyens de prendre en charge leurs revendications. Il a été formé pour organiser des élections et expédier les affaires courantes, a affirmé à la presse le Premier ministre Aristide Gomez la semaine dernière. Manifestation toujours, mais cette fois-ci au Zimbabwe. Des milliers de partisans de l'opposition étaient mercredi dans les rues de Harare pour exiger que les élections prévues le 30 juillet, les premières de l'après-Mugabe, soient libres et honnêtes. Les manifestants redoutent des irrégularités dans le processus et l'établissement des listes électorales. La question des listes électorales est depuis longtemps un sujet de contentieux au Zimbabwe, où elles sont accusées d'avoir été au cœur de fraudes qui ont entaché les scrutins par le passé. Un nouveau fichier électoral a été dressé pour les élections présidentielles et législatives de la fin du mois de juillet, mais le principal parti de l'opposition, le Mouvement pour un changement démocratique NDC, affirme qu'il présente des défauts et exige la transparence dans l'impression des bulletins de vote. Mercredi, des milliers de partisans du MDC portant les couleurs du parti et des t-shirts à l'effigie de son chef Nelson Chamisa ont commencé par danser avant d'entamer une marche vers la commission électorale où une pétition a été remise. Le président Emmerson Mnangagwa, qui a succédé à Robert Mugabe en novembre, a promis des élections libres, honnêtes et crédibles le 30 juillet prochain. Mais l'opposition a dit craindre que le scrutin soit faussé et a averti qu'elle n'y participerait pas s'il s'avérait truqué.
La liste des inscrits devrait faire l'objet d'un examen attentif des observateurs étrangers qui seront déployés au Zimbabwe pour s'assurer de la crédibilité du scrutin de fin juillet. Le président mozambicain a évoqué une avancée dans les pourparlers de paix. Philippe Nyusi et le chef de l'ex-rébellion devenu opposition, la Renamo, Oussoufo Momade, ont annoncé mercredi une avancée dans les négociations sur l'intégration d'anciens rebelles dans la police et l'armée. Les pourparlers de paix réunissant l'opposition et le pouvoir mozambicain ont enregistré une avancée. Les deux parties au dialogue ont mis l'accent sur les négociations portant sur l'intégration d'anciens rebelles dans la police et l'armée. Les deux camps se sont accordés à poursuivre les procédures mises en œuvre par le gouvernement à cet effet. Le désarmement et l'intégration des anciens combattants de la Renamo constitue l'un des principaux points saillants des discussions, le gouvernement exigeant le démantèlement immédiat des unités armées de la Renamo. Ancienne guérilla transformée en parti politique à la fin de la guerre civile, la Renamo a repris les armes en 2013 pour dénoncer la mainmise sur le pays du parti au pouvoir, le Front de libération du Mozambique, Frelimo. Son chef historique, Afonso Dhlakama, avait récemment renoué le dialogue avec le président Nyusi. Les deux hommes s'étaient accordés sur une réforme constitutionnelle de décentralisation récemment votée et semblait proche d'aboutir sur la réintégration des combattants de la Renamo dans l'armée et la police. Mais la mort d'Afonso Dhlakama en mai a changé la donne. Puis le centre hospitalier universitaire de Kara, une ville du nord Togo, située à plus de 400 km de la capitale, a abrité le 31e anniversaire de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Il s'agit d'un organisme de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Créée le 9 juillet 1987, l'organisation a son siège à Bobo, Dioulasso, au Burkina Faso. Le compte rendu avec Ferdinand Gali. Approche contractuelle inscrite par le gouvernement dans les réformes de la gestion des centres de santé au Togo peut faire école dans la sous-région ouest-africaine. Ainsi en a décidé l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, l'organe sanitaire de la CEDEAO. Le principe de l'approche contractuelle est celui-ci. Supposons qu'il y a 100 francs qui doivent entrer comme recette et que par un certain nombre de mécanismes non orthodoxes, il n'y a que 20 francs qui entrent. Nous avons recours à un contractant qui nous dit, mais écoutez, donnez-moi 10 francs, moi je suis capable de vous faire entrer la totalité des 100 francs. Et les 70 francs dégagés ne sortent pas de l'hôpital. Ils sont utilisés pour le fonctionnement de l'hôpital. C'est ça l'approche contractuelle. Et c'est à juste titre que le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, le professeur Stanley Okolo, a choisi le centre hospitalier universitaire de la Kara, une ville située à plus de 400 km de la capitale togolaise, pour célébrer le 9 juillet dernier, le 31e anniversaire de la création de l'organisme. Donc merci infiniment, cher frère Stanley Okolo, pour l'appui de votre institution à cette réforme initiée et mise en œuvre par le chef de l'État, et aussi pour avoir d'emblée accepté de choisir un site de la réforme pour célébrer la journée de l'OAS, et enfin pour votre engagement en faveur de la redynamisation du secteur de la santé autonome. Sensibiliser les populations sur les objectifs et les réalisations de cet organisme, permettre au directeur général de l'OAS de visiter le CHU Kara où l'approche contractuelle vient d'être lancée. Ce sont là les principaux objectifs de la célébration de ce 31e anniversaire au Togo, selon le professeur Stanley Okolo qui s'est exprimé ici en anglais. C'est pour la première fois que les responsables de l'OAS délocalisent la célébration de sa journée de son siège au Burkina Faso depuis sa création le 9 juillet 1987. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.